Wana chibuhugadat non timichik chilwo ene kanda tamegume kajitab tamegume spaidat nocha. Sirmukjanzak bukhelmat nocha chi malablioke chilwo magnilano de c'est fawit matat. Je veux tout simplement vous souhaiter la bienvenue à tous nos spectateurs ainsi que nos panélistes. Aïdan Radgoun Bernard Hervieux. Je me nomme Bernard Hervieux et je souhaite la bienvenue à tous et à toutes à cette table ronde sur les pensionnats et la réconciliation. Aujourd'hui, le 30 septembre, est la journée nationale de vérité et de la réconciliation. C'est aussi la journée du chandail orange qu'on associe au mouvement Chaque enfant compte, à la mémoire des enfants décédés et disparus dans les pensionnats autochtones. Nous sommes en direct du Musée de la civilisation à Québec. Les dernières années ont été marquées par de nombreux événements révélateurs. Des conditions souvent difficiles dans lesquelles vivent les Premières Nations, les Métis et les Inuits partout au Canada. Bien sûr, on peut penser au décès scandaleux de Joyce Echaquan à l'hôpital de Joliette, survenu le 28 septembre 2020. Il y a maintenant à peine un an. Nos spectateurs se souviendront aussi de la résistance chef héréditaire de la Première Nation Wet'suwet'en face au projet à faire passer un pipeline sur leur territoire ancestral, qui a entraîné ce que certains médias ont appelé la crise ferroviaire. Plus récemment, les découvertes de nombreux dépouilles d'enfants autochtones près d'anciens pensionnats ont bouleversé un grand nombre de personnes partout au Canada. Mais ces découvertes ne sont pas une surprise pour les Autochtones. De plus, des rapports ont confirmé depuis plusieurs années les faits qui sont connus aujourd'hui. Ce sont là que quelques situations survenues récemment qui ont frappé les esprits et souvent provoqué des questionnements nouveaux et des élans de solidarité envers les Autochtones. En cette journée nationale de la vérité et de la réconciliation, quel constat peut-on faire sur l'état de la situation quand on parle du colonialisme plutôt, des pensionnats et de la guérison? Comment cette guérison est-elle possible? Comment la réconciliation est-elle possible? Pour en discuter, j'ai le plaisir de vous présenter nos invités pour cette table ronde. Thérèse Nicoué, directrice des services et projets communautaires, Communauté Atikamekw de Manoine, survivante du pensionnat. Jimmy Papati, directeur des ressources naturelles Communauté Anishinaabe de Kitsakik, survivant du pensionnat. Maïté Labrec-Saganache, militante et chroniqueuse de la communauté Waswanipi Iu-Ichi. Et Madame Marie-Pierre Bosquet, professeure en anthropologie et directrice du programme des études autochtones à l'Université de Montréal. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Quelle est votre expérience directe ou indirecte des pensionnats? Qu'est-ce que le système des pensionnats a provoqué chez les individus et les communautés? Je vais commencer avec Thérèse Nicoué. Thérèse. C'est toute une question. Qu'est-ce que ça a provoqué chez les individus, chez les communautés? Quand je regarde en arrière, je me regarde moi enfant, mes frères et sœurs, mes parents, grands-parents. Ben, c'est comme une dislocation là, de la famille. Le fait d'avoir été arraché de nos parents, nos grands-parents, du territoire aussi, c'est carrément volé. C'est des enfances, c'est mon enfance, ma jeunesse, puis mon adolescence. Pas rien que le mien, mais de tous ceux qui sont passés par les pensionnats,
qui nous a été volé. Puis quand je pense au impact de tout ça, ben, je peux dire là, que quand on est enfant, puis qu'on est en fait qu'on subit toute une programmation, qu'on fait en sorte qu'on soit lucide, obéissante, puis qu'on n'exprime pas nos besoins, qu'on nous permet pas d'être qui on est, ben c'est comme vivre la mort dans l'âme. Puis c'est comme ça que moi, j'ai réalisé à un moment donné, après, j'ai été 10 ans pensionnaire, et puis j'ai aussi continué mes études secondaires dans des familles d'accueil. Et puis, au terme de 16 ans là, de partir à chaque année de chez moi, ben, j'ai réalisé que j'étais devenue étrangère à moi-même. Je ne savais plus qui j'étais. Même mes parents, je ne les reconnaissais pas. C'est toute la coupure intergénérationnelle, c'est tout le tissu social qui a été brisé. Puis quand on parle de tissu social, ben, c'est tout ce qui nous rattache par le cœur à notre mère, à notre père, à nos grands-parents aussi. C'est tout ça qui a été comme brisé, carrément brisé. Donc, on sort de là, après toutes ces années-là, vraiment défait, détruit intérieurement. Donc, comment se reconstruire quand on est rendu à l'âge adulte? C'est vraiment, j'étais à l'aube de l'âge adulte quand j'ai réalisé tout ça, toute cette prise de conscience-là, que je devais retourner chez moi pour me retrouver. J'aimais beaucoup étudier parce que même quand je revenais l'été chez mes parents, chez ma grand-mère, ben, on apprenait beaucoup de choses. Entre autres, ma grand-mère avait commencé à me transmettre des savoirs sur les plantes médicinales. Puis elle commençait à m'emmener aussi quand il y avait quand elle était demandée, elle était sage-femme, quand elle était demandée pour des accouchements, juste pour aider, mais je sais qu'à la longue, si j'avais pu continuer, si on m'avait pas arraché de ma famille, de chez moi, je pense que j'aurais acquis beaucoup de savoir, de connaissances à ce niveau-là. Mais moi, j'ai continué au niveau des études académiques, mais j'ai toujours aimé apprendre sur la vie. Donc, quand je suis revenue, quand j'ai décidé là, d'interrompre mes études puis de revenir pour savoir d'où je venais, puis pour rétablir le lien, parce que c'est vrai que le lien avait été brisé avec les enfants, les parents, les grands-parents. Ben, ça a été ça a été un long cheminement, parce que j'ai réalisé aussi tout ce que mes parents avaient subi. En ayant été arrachés là, de nos familles, ben, ça a brisé aussi, c'est tout le rôle parental qui a été brisé. Puis je ne reconnaissais plus mes parents. Il y avait aussi toute la communauté aussi là, qui prenait de plus en plus d'importance. Ça a été comme, non seulement on nous a arrachés de nos familles, non seulement on leur a pris leurs enfants, mais aussi on leur prenait le territoire. Donc dans tout ça, c'est tout un bouleversement. Puis j'ai vu mes parents sombrer dans l'alcoolisme. Puis, avec ça, des drames au niveau de la famille, au niveau de la communauté. Donc, tout était affecté, brisé, comme on dit. Puis, je remercie quand même nos leaders de ces années-là, dans les années 70, 80, qui eux-mêmes ont vécu l'expérience des pensionnats, mais qui ont quand même mis de l'avant des initiatives, comme entre autres au niveau de la Nation Atikamekw, tout le programme là, d'enseignement biculturel. Il y a aussi des projets de guérison, il y a aussi tout le système d'intervention d'Autorité Atikamekw. Malgré les blessures qu'on avait, pour penser nos blessures, il a fallu qu'on mette la main à la porte pour se reconstruire. Puis il y a beaucoup d'initiatives qui ont pris forme, mais il y a beaucoup de travail à faire
pour faire tomber encore le mur de l'indifférence, la méconnaissance, puis de l'ignorance aussi. Donc, pour nous, le défi est encore là. Puis, moi, j'ai quand même, malgré toutes les blessures que je porte, tout l'héritage des pensionnats, je sais aussi que j'ai hérité de la force, du courage, puis de la détermination là, de mes parents, nos grands-parents et tout. Là. Donc, c'est tout ça, l'impact des pensionnats dans nos communautés. Puis on voit encore aujourd'hui là, qu'il y a énormément de travail à faire. Puis surtout là, de faire connaître par où on a passé, puis de faire savoir aussi que nos gens sont déterminés à aller de l'avant, puis à reprendre tout le pouvoir qui nous revient, de reprendre en main notre destinée. Jimmy Papati, tu réponds à cette question. Quelle a été ton expérience, Jimmy, des pensionnats? Qu'est-ce que le système des pensionnats a provoqué chez les individus de ta communauté, entre autres? Si je parle pour la communauté Anishinaabe de Kitsakik, nous, dans les années 85, sous la direction du regretté chef Dona Papatis, on avait déjà commencé à adresser nos bobos, les fantômes qui traînaient dans nos vies. On a fait des projets, les fantômes du pensionnat. Après ça, on a fait un autre projet qu'on identifiait les blessures du pensionnat puis les moyens qu'on prenait aussi à l'époque pour pouvoir adresser c'est qui les responsables. Puis le dernier projet qu'on a mis en place, c'était, on appelait ça la crypte du pensionnat, dans lequel on amenait l'Église catholique à prendre ses responsabilités pour tous les traumatismes que nos gens ont vécus d'un pensionnat. Kitsakik, c'est 80% de la population qui ont été au pensionnat. C'est beaucoup, puis qu'est-ce que ça fait dans nos communautés? On a reproduit les patterns des blessures qu'on a vues, qu'on a vécues aussi. On les a amenés dans la communauté, puis ça a amené tout ce que Mme Nikwe amenait, l'éclatement des tissus familiales. On a vécu, c'est comme si c'était Hiroshima dans la communauté, puis je pense que le Hiroshima causé par les pensionnats, ça s'est fait à grandeur du pays, puis ça a eu des conséquences jusqu'à nos petits-enfants encore aujourd'hui. Là. Fait que toute une reconstruction sociale qui a été faite à Kitsakik, malgré qu'on n'a pas l'eau courante et l'électricité, là. Puis que même encore aujourd'hui, le dernier pensionnat, ils disent, nous, elle a fermé en 91, là, le pavillon Notre-Dame-de-la-Route, puis nos jeunes, nos enfants qui ont connu ça n'ont pas été reconnus. Là. Le gouvernement ne les a jamais reconnus, puis ils n'ont jamais eu droit. Puis pour nous, là, le travail qu'on est en train de faire, c'est de reconnecter avec cette génération-là. Puis c'est très difficile à Kitsakik en ce moment de travailler ces choses-là. Ça se fait. On est quand même parti de très loin, de 85 jusqu'à aujourd'hui, avoir un taux de sobriété de 30 ans à peu près 70%. Là. Il y a beaucoup de travail qui a été fait pour aborder, puis personnellement, moi, j'ai assez documenté ma vie par rapport à ce que j'ai connu comme traumatisme profond d'un pensionnat. Je travaille sur ma personne depuis 1985, puis aujourd'hui, je suis capable ouvertement de parler de tout ce que j'ai vécu de traumatisme, puis sans tomber dans le panneau de la victimisation. Là, je suis plus loin que ça. Je suis capable de faire comprendre aux gens. Ce que les gens doivent comprendre dans la fin, c'est le pensionnat, l'implantation des pensionnats en 1955, c'est fait aussi à côté, parallèlement, la création des réserves autochtones. On a parqué les Autochtones dans les réserves pour les sortir du bois, pour les priver de ces ressources-là, puis les mettre dans une situation de dépendance, pendant que les religieux, les bonnes sœurs s'occupaient de faire mal à leurs enfants, puis de détruire la langue, la culture, puis la spiritualité. Ben c'est ça qui est arrivé partout au Canada, que tu sois à Tikamek, Crie, Algonquin, au Djibouti, c'est à l'échelle coast to coast, ça a été un plan, une planification programmée d'une génocide envers des peuples. Il y a 59 peuples autochtones au Canada, puis ça a été vraiment ça, là, puis c'est pour ça que le thème Hiroshima, pour moi, c'est les gens vont l'associer aux Juifs, mais dans notre pays, là, c'est ça qui est arrivé avec nous. Puis maintenant, la journée nationale autochtone, on ne peut pas avoir de réconciliation si on n'accepte pas la vérité
quand la vérité est en train d'être niée encore par des gens du gouvernement ou par on peut pas. Puis on peut pas se réconcilier aussi quand que les prêtres, les bonnes sœurs qui ont fait des choses-là ne sont pas poursuivis au Canada. Le procureur du Canada ne porte pas ces choses. Fait que on peut pas célébrer comme on voudrait. Aujourd'hui, j'ai trouvé ça extrêmement difficile. Mais mon regard s'est porté vers mon peuple, le peuple rouge, parce que c'est avec eux que je peux me sentir que je suis comme eux. Je ne pouvais pas regarder le gouvernement du Canada puis les ordres religieux parce que je sais que ces gens-là vivent dans le déni puis dans le mensonge encore. Fait que pour moi, qu'est-ce que ça fait? Je pense que ça a juste permis un éveil partout au Canada, puis c'est difficile pour les Canadiens puis les Québécois de vivre cette réalité-là. Que là, juste à l'échelle du Canada, puis du pays, puis du Québec, c'est qu'il y a un éveil autochtone là, puis on veut la vérité. On veut savoir pourquoi il y a 600 000 enfants autochtones qui ne sont jamais retournés. On veut la vérité, puis on veut que les gens qui assument cette vérité-là aussi. Puis c'est ça qui est le plus difficile pour nous autres comme Première Nation, quand on voit un exemple, pour finir avec ça, quand on voit le premier ministre du Québec qui nie qu'il y a un système du racisme systémique sur le territoire du Québec, là, tu sais, il y en a. George Chichikwan, c'en est un, puis il y en a d'autres cas à Val-d'Or, partout dans le Québec, puis quand ça vire à une chicane au Parlement, ici, pas loin, là, des gens qui sont supposés d'avoir la maturité pour prendre des décisions, puis qui ne reconnaissent pas ça, bien, c'est extrêmement difficile pour nous autres, les Autochtones au Québec, de vouloir faire un pas. Puis je pense pas que c'est à nous de porter l'odieux de se réconcilier. Je pense que c'est le Canada qui doit faire les premiers pas, puis nous, on n'a pas à faire les premiers pas pour se réconcilier parce que c'est nous qui ont vécu une assimilation forcée, une part de culture. Tout ce que Madame a décrit, on le vit encore aujourd'hui, ça. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Oui, Maïté Labrec-Saganache, la question va à vous aussi. Quelle est votre expérience directe ou indirecte des pensionnats? Qu'est-ce que le système des pensionnats a provoqué chez les individus et les communautés CRI, entre autres? Moi, j'ai une grande famille. Mon père a plusieurs frères et sœurs. Moi, mon père est allé au pensionnat de la Tuque pendant 10 ans. Mes tantes et mes oncles qui sont plus vieux sont allés soit à Moose Factory, à Brantford en Ontario ou à Sault-Sainte-Marie en Ontario aussi. Donc, avant qu'ils construisent les pensionnats plus près du territoire québécois, donc c'est ça, on prenait les enfants déjà, puis on les amenait à littéralement des milliers de kilomètres de leur maison. Le premier fils de ma grand-mère, John a été amené au pensionnat de Moose Factory de Waswanipi, des environs de Waswanipi, donc de l'autre côté complètement de la baie James, à l'âge de 5-6 ans. Il est mort à sa première année de pensionnat. Puis ça l'a pris 2 ans avant qu'ils disent à mes grands-parents qu'il était décédé. Fait que, tu sais, tous les enfants revenaient. Puis là, ma grand-mère, elle l'attendait. Puis, ben, il arrive pas. Puis elle a dit, peut-être qu'il est arrivé quelque chose. Tu sais, peut-être qu'ils l'ont gardé là-bas. Mais là, une autre année, puis il revient pas. Puis il reçoit une lettre, finalement. Tu sais. Mon oncle est mort dans des circonstances qui sont mystérieuses. Il y a plusieurs histoires qui nous ont été racontées. On ne sait pas laquelle est vraie. On nous a indiqué à peu près où son corps a été enterré parce qu'on n'a pas de certificat, d'essai, on n'a pas de certificat d'enterrement. Puis même, tu sais, je veux dire, il est listé dans les morts de Moose Factory, mais ça n'indique pas que c'était un pensionnaire de Horden Hall, qui est le pensionnat à Moose Factory. Fait que c'est tu sais, je veux dire, pour essayer de retracer, tu sais, l'histoire, les derniers moments de mon oncle, en ce moment, c'est très compliqué parce qu'on dépend des témoignages, des bribes de témoignages de quelques personnes.
On n'a pas de documents. Puis, souvent, quand les gens ils parlent « Oh mon Dieu, moi, je suis un parent, je sais pas comment les parents ils ont dû se sentir. » Ben, moi, je l'ai vu ma grand-mère pleurer, là. Puis je le vois à quel point ça provoque des émotions tellement intenses dans nos familles, des comportements, des patterns, des cycles qui sont... Et ça va loin. Tu sais, je veux dire, à quel point ça a affecté nos vies, ça va loin. Puis moi, mon père a fait 10 ans dans les pensionnats. Puis quand j'étais jeune, mon père me disait seulement quand j'étais à l'école. Il me disait pas que c'était un petit... Puis, je veux dire, comment t'expliques à ton enfant le génocide que tu as survécu à 5 ans? T'sais. Mais je posais des questions, puis je voyais qu'on était différents. Je le vivais à l'école, parce que j'allais à l'école ici à Québec, parce que mon père travaillait comme négociateur pour le Grand Conseil des cris. On me le faisait sentir que j'étais différente. Mais je veux dire, mon père me parlait très peu de cette étape-là de sa vie. Jusqu'à temps qu'il y ait la commission Vérité et Réconciliation. Puis moi, je me souviens, je suis allée au dépôt du rapport, puis j'ai vu des gens de mon âge, avec leurs parents qui étaient aussi pensionnaires, faire une ovation au sénateur Murray Sinclair, qui était chef commissaire à cette époque-là. J'ai vu tous ces enfants-là, ces parents-là se lever puis s'enlacer. Puis j'ai compris que ce que j'ai vécu à la maison toute ma vie, ce n'était pas un hasard. Que c'était une expérience collective. Puis je me sentis vraiment moins seule. Puis en plus, c'est dans le temps qu'il y avait Idle No More aussi, on prenait conscience de l'ampleur de la chose. Parce que nos parents nous disent rien. Puis je comprends que mon père a vécu... Des fois, j'ai des sentiments très intenses envers mon père. J'ai des ressentiments pour des choses qu'il m'a fait. Mais en même temps, je sais que lui, il a vécu dans la peur, dans la violence, qu'elle soit sexuelle, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit coloniale. Que mon père a manqué d'amour extrêmement pendant ces 10 années-là, des années qui sont cruciales pour le développement d'un enfant. Puis après, faut que tu te parles à toi-même, tu te dises, mais il l'a jamais appris, comment tu veux qu'il te le donne à toi? Puis, c'est ça. T'sais, moi, des fois, j'ai beaucoup de colère, j'ai beaucoup de ressentiment envers ce que l'État canadien a fait, envers ce que les églises ont fait, parce que ça l'a rendu ma vie, puis même encore aujourd'hui, misérable des fois. Là. C'est dur, dealer. Je veux dire, moi, dans ma famille, je veux dire, ma grand-mère, sur 12 de ses enfants, il y en a 10 qui sont allés au pensionnat. Puis du premier mariage à mon grand-père, il y en a qui sont allés aussi. Fait que, imaginez toutes les différentes façons de vivre, d'essayer de défaire certaines choses dans sa tête, puis toutes les histoires qu'on a dans la famille, t'sais. Puis la dynamique que ça crée. Puis, tu sais, des gens qui ont manqué d'amour, ben ça élève des enfants pas tout le temps bien. Puis, tu sais, mon père, je lui ai souvent reproché d'être absent, mais mon père, il n'a jamais eu besoin de personne. Il ne pouvait pas dépendre de personne au pensionnat. Fait que mon père, c'est son instinct de survie qui est comme toujours là. Puis je le comprends. Puis maintenant, je suis capable d'y en parler, puis je suis capable de compartimentaliser certaines choses, puis de me dire, c'est pas de ma faute, c'est pas parce que moi, je suis pas une bonne fille, c'est parce que mon père, il a mal.
Puis il sait pas comment me le dire. Fait que c'est ça. Puis c'est ça ma vie à chaque jour. Je vis avec des tu sais, j'habite à Waswanipi, je travaille avec des ex-pensionnaires. Ma boss est allée au pensionnat, mes collègues sont allés au pensionnat. Je veux dire, le chauffeur de bus est allé au pensionnat. Tout le monde. C'est ma famille, c'est mes amis, tu sais, je veux dire, c'est mes membres de ma communauté. Donc, chaque jour, je suis avec ces gens-là. Puis des fois, c'est pas facile. Mais on est là, puis on s'aide, puis on essaye de se comprendre, tu sais. Mais, malgré tout ce qu'on a vécu, puis même moi, tu sais, je veux dire, on a donné des rémunérations, des compensations, des réparations aux survivants des pensionnats et des écoles de jour. Mais nous, les enfants de pensionnaires, pas vraiment. Moi, la seule chose que j'ai eue comme réparation du gouvernement canadien, c'est un programme pour les enfants des survivants des pensionnats qui, en fait, paie 12 sessions gratuites chez un psychologue. C'est tout. On va essayer de connaître un peu les origines du système des pensionnats. Qu'est-ce qu'un pensionnat? Hein? Madame Marie Bosquet, de l'Université de Montréal, anthropologue, pouvez-vous répondre à cette question? Oui, alors bonsoir à tous et à toutes. En fait, les pensionnats, c'est une politique qui a commencé à être pensée au milieu du 19e siècle avec un programme d'assimilation. Et il y avait une commission qui s'appelait la commission Bagot qui s'était dit, quand ils arrivent à l'âge adulte, c'est trop tard, il faut commencer à les prendre enfants parce que sinon après ils sont irrécupérables. Et dans ce vaste programme d'assimilation, il y avait quelque chose d'extrêmement important, c'était l'appropriation des territoires. Donc l'idée, c'était de construire le Canada tel qu'il allait devenir. 1867, c'est donc le moment où le Canada devient une confédération. Et vers la fin des années 1870, le premier ministre de l'époque s'intéresse à un modèle qui commence aux États-Unis, le modèle des pensionnats indiens. Alors il y en avait déjà eu en fait au Canada, mais il va lancer ce programme de façon systématique qui va commencer dans les années 1880. Et la scolarisation obligatoire des enfants des Premières Nations est inscrite dans la loi sur les Indiens en 1920. Donc l'idée, c'était que les enfants aillent à l'école. Il n'était pas forcément marqué dans la loi qu'ils allaient dans des pensionnats, mais les pensionnats étaient pensés pour les enfants des parents nomades, pour les obliger à devenir sédentaires. Et ce qui est important de retenir, c'est que la notion de pensionnat, telle qu'on l'a entendue à la Commission de vérité et réconciliation, elle a une définition particulière. C'est une définition qui est inscrite dans l'article 12 de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens. Et ça définit une catégorie d'institutions en particulier, dans lequel le Canada doit avoir été le financier, le superviseur, l'inspecteur, etc. Ça veut dire qu'on reconnaît 140 pensionnats pour tout le Canada, 12 pour le Québec. Et ça veut dire qu'il y a des écoles qui n'ont pas été reconnues comme pensionnats parce qu'elles ne satisfont pas aux critères spécifiques de cet article 12. Mais en fait, il faut bien voir que l'idée d'assimiler les enfants des Premières Nations, des Métis et des Inuits ne se limitait pas aux pensionnats indiens. Donc, les pensionnats indiens, ça fait partie d'un plus vaste programme. Et bien des enfants autochtones ont été placés dans des écoles qui ne sont pas classées comme pensionnats indiens, mais qui ont vécu la même chose. Ça, c'est important de le retenir. Donc, c'est vraiment un traumatisme qui a été imposé à tous les enfants autochtones du pays. Certains disent parfois que les politiques coloniales et les pensionnats sont la responsabilité du gouvernement fédéral ou des Anglais. Que penser des relations passées et présentes entre les Autochtones et le Québec? Maïté Saganache, pouvez-vous répondre à cette question? Oui, bien, il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui disent, comme tu mentionnais, Bernard, les pensionnats, c'est quelque chose du Canada anglais. Je veux dire, c'est pas une réalité qui est québécoise. C'est pas même des historiens qui ont même dit ces mots-là de niveau joie très récemment que les pensionnats c'était
c'est ça, ce n'était pas une réalité québécoise, c'était une réalité canadienne. Puis, effectivement, si on regarde des provinces comme le Manitoba, Saskatchewan, le Québec a beaucoup moins de pensionnats, mais ça, c'est parce que ça vient plutôt d'un problème administratif. Je veux dire, jusqu'en 1898, avec la loi sur l'extension des frontières, l'Abitibi s'est rajouté au Québec, et plus tard, en 1912, là, c'est le nord du Québec qui vient s'y rajouter. Puis, avant, ces terres-là, c'était des terres de Rupert. Donc, ça appartenait à la Compagnie de la baie du Thon. La Compagnie de la baie du Thon a eu ça pendant 200 ans avant que, avec l'expansionnisme canadien, ils vendent ces terres-là aux Dominions canadiens. Mais je veux dire, dans l'acte de Rupert, donc cet acte de transfert-là, il y a c'est clairement indiqué que la Compagnie de la baie du Thon, eux autres, c'est une business. Eux autres, ils veulent pas, ils n'ont pas des grandes, il y avait pas des grandes ambitions là d'administration coloniale. Là. Ils ont dit, ok, il y a des claims territoriaux autochtones sur ces terres-là, puis il va falloir que vous les abordiez puis vous les adressiez. Fait que c'est là qu'ils ont commencé à faire les traités numéro 1 jusqu'à 12 dans ce qui était déjà dans le Dominion canadien. Donc, je veux dire Winnipeg, Saskatchewan, tout ça. Donc, eux autres avaient déjà... Puis ces traités numérotés-là, il y a des clauses d'assimilation aussi, puis il y a des clauses qui parlent d'envoyer les enfants à l'école. Donc, eux autres, il y avait déjà une administration très coloniale en place, ce que nous, on n'avait pas dans le no man's land administratif là, des terres de Rupert dans le nord du Québec. Puis... les terres de Rupert, bon, c'est assez impressionnant comme territoire. C'est tout le bassin versant de la baie James, la baie du Thon. Donc, tu sais, à ce moment, donc c'est pour ça que, puis ensuite, là, le Dominion canadien n'ayant pas adressé les claims territoriaux dans le nord du Québec, rajoute ça, rajoute ça au Québec. Ils disent, les claims territoriaux, c'est à vous maintenant de les adresser, ce que le Québec n'a pas fait jusque dans les années 70 avec la Convention de la baie James et du Nord du Québec, qui a été le premier traité moderne signé au Canada. Mais, comme je mentionnais tout à l'heure, même s'il n'y avait pas encore de structure administrative bien rodée, bien en place dans le Nord du Québec, ils commençaient déjà à aller près des postes chercher les enfants. C'est arrivé à ma famille. Je veux dire, même avant que Waswanipi, ma communauté, soit fondée il y a 45 ans, donc c'est quand même jeune. Les gens vivaient encore d'un mode de vie semi-nomadique. On allait déjà chercher les enfants pour les amener en Ontario, très loin, en avion, en train. Puis moi, je pense à ma tante Caroline, elle était trop jeune pour aller au pensionnat, puis ils se sont trompés de Caroline. Donc, ils l'ont prise, elle comprenait rien. Puis à 5 ans, elle est rendue tout seule à Sault Ste. Marie. Donc, vous pouvez imaginer le traumatisme que ça vient créer chez un enfant. Donc, ça a été... Puis, si on regarde, les gens... Il y a eu un mot qui a été un genre de buzzword, génocide culturel. Génocide culturel, bon, ça a été dit par le sénateur Murray Sinclair durant le dépôt du rapport de la Commission Vérité et Réconciliation. Mais génocide culturel, c'est juste parce que la Commission avait les mains liées puis ils ne pouvaient pas le dire. Ils ne pouvaient pas juste dire génocide. Parce que si on regarde la Convention du génocide de l'ONU, il y a des critères qui s'appliquent qui définissent c'est quoi un génocide. Un déplacement massif d'enfants d'un groupe à un autre, c'est un acte génocidaire. Puis je pense que les pensionnats, c'est très clairement ça. Mais la Commission n'avait pas le droit de le dire. Elle ne voulait pas qu'on dise juste génocide. Fait que là, tu sais, comme ça s'est émissé dans l'imaginaire des gens que c'est juste un génocide culturel, mais non. Des enfants sont morts de faim, des enfants sont morts de conditions insalubres, de violence, d'épidémies qu'il y avait de tuberculose dans
dans les pensionnats. Donc, puis, la loi sur les Indiens aussi au Québec, même si c'est une loi fédérale, il y a quand même des gens qui la mettent en œuvre au Québec, qui assurent sa pérennité ici au Québec, et on a des services publics qui se réfèrent à la loi sur les Indiens, puis ses ramifications, pour administrer des services publics aux Autochtones. Fait que de dire que le racisme systémique, ça n'existe pas ici, c'est faux. Je veux dire, le Québec a participé à ça aussi. Puis il faudrait pas commencer à faire du révisionnisme puis de dire que non, ça n'a pas existé ici. Thérèse Nicoué, j'aimerais vous entendre là-dessus aussi sur la même question, si je peux la répéter pour vous. Certains disent parfois que les politiques coloniales et les pensionnats sont la responsabilité du gouvernement fédéral ou des Anglais. Que penser des relations passées et présentes entre les Autochtones et le Québec? Ben, pour commencer, j'aimerais dire merci à Maïté là, pour tout ce qu'elle vient là, de dénoncer comme information. Quand on parle là, des pensionnats indiens, des pensionnats, en tout cas, on peut dire la scolarisation ou l'évangélisation là, des enfants indiens, des enfants autochtones. On peut remonter aussi dans les premières... quand les congrégations religieuses se sont installées au Québec, déjà là, dans les années 1600, 1700, ici même, près du musée de la civilisation, il y a une plaque qui dit qu'il y a des enfants autochtones qui ont été pris en charge par une congrégation religieuse pour s'occuper là, de leur scolarisation. L'évangélisation, ça va avec, là, parce que c'est tout, dans le fond, là, tout le travail là, d'endoctrinement, là, puis moi, j'irais même jusqu'à dire lavage de cerveau, là. Ça a commencé dans les tout débuts, même dans les années 1600, là. Puis, je me demande même si les enfants qui ont été amenés ici à Québec, combien sont retournés chez eux. Parce que si on fouille dans l'histoire, il y a l'histoire écrite, mais il y a aussi, on peut lire entre les lignes puis rechercher plus loin. Quand on pense aux missionnaires qui ont été les saints martyrs canadiens, les missionnaires là, à qui on a arraché les ongles puis on les a brûlés, ben cette façon de punir des individus, ben, quand il y avait une atteinte qui était portée aux enfants, c'était comme ça qu'on punissait les gens. Par contre, ils ont parlé juste de martyrs, saints martyrs canadiens, mais ils n'ont pas parlé des enfants. Qu'est-ce qu'ils ont fait aux enfants, ces missionnaires-là? Donc, on peut continuer à scruter dans toute l'histoire là, de la colonisation au niveau du Québec, que c'est pas juste l'affaire du gouvernement fédéral ou l'affaire des Anglais, mais il s'est passé plein d'horreurs. Il y a des histoires d'horreur ici même au Québec, avant qu'on puisse avant qu'il y ait des pensionnats là, dites fédérales, là, les écoles résidentielles fédérales qui se sont installées plus tard. On sait que dans l'Ouest, là, ça date là, de plus longtemps que ça. Mais ici, même au Québec, on peut parler aussi là, de complicité, parce que ces pensionnats-là étaient administrés par des congrégations religieuses qui étaient ici au Québec. Quand on parle là, des Oblats, là, ça parlait français, ce monde-là, là, puis d'autres congrégations religieuses aussi. Donc, le Québec, il y a pas de quoi être fier aussi quand il est question là, d'écoles résidentielles puis de pensionnats indiens. Il y a eu comme toute cette complicité-là qui a été mentionnée, que
OK, on amène des enfants, mais qu'est-ce qu'on fait des parents? Les parents aussi, ils sont parqués dans les communautés. Puis, comme je mentionnais au tout début, ben, non seulement on s'est contenté d'arracher les enfants de leur famille, mais on a arraché nos parents aussi de leur territoire. Puis ça continue encore. Donc, c'est pas juste le fédéral qui est à blâmer dans tout ça. Il y a aussi, j'ai mentionné les congrégations religieuses, mais il y a aussi je pense que ce que Maïté a expliqué, dans le fond, là, c'est tout le cadre juridique qui a été installé, même quand on parle du fédéral puis du provincial, puis le partage des pouvoirs et tout, là, avec la loi sur les Indiens, bon, le Québec prenait peut-être pour acquis que le fédéral était responsable des Autochtones, mais que avec le pouvoir sur les ressources, ben lui était responsable de tout ça. Fait que lui, en s'accaparant du territoire, là, comme ils ont voulu faire, là, dans le temps là, le grand projet du siècle, là, il disait on est 6 millions, il faut se parler, mais il avait oublié de parler au CRI, justement, puis ils se sont fait asseoir. Donc, le Québec aussi a quelque chose à voir dans toute cette histoire-là. Merci. Jimmy, as-tu des commentaires à ce sujet? La responsabilité du Québec, oui. Le Québec a envahi des territoires autochtones. Maïté était clair là-dessus. Puis ici, dans cette carte-là, on voit ce que la province de Québec devrait être aujourd'hui encore. Le Québec, avec le ministère de la colonisation, ont décidé d'envahir les territoires autochtones sans traité. Il n'y a aucun traité à part les Cris, les Inuits puis les Naskapis aujourd'hui. Mais tous les autres territoires, là, ils ont été envahis. Quand le ministère de la colonisation a décidé d'envahir les territoires, il a demandé à Ottawa de créer une loi pour dire que les Autochtones ne sont inaptes à s'administrer puis ils deviennent ce qu'on appelle des enfants de la reine. Puis qu'on va s'en occuper, nous autres, à Ottawa, les Autochtones. Okay? Puis on était gérés par un ministère de l'Immigration. Imagine-toi. C'est eux autres qui géraient les Autochtones. On était gérés comme des étrangers dans notre propre territoire, puis c'était ça. Mais en ce qui concerne la province, sa responsabilité est souvent à plusieurs niveaux. Je vais vous donner un exemple. La loi sur les services sociaux. Quand les enfants étaient placés on enlevait les enfants des milieux, puis on les amenait placés chez des Blancs, puis des fois, ils étaient oubliés là. C'est une extension des pensionnats, ça. On emmène les enfants, puis on les arrache la culture, ça a été ça. En matière d'application des lois provinciaux, chasse-pêche, de plus en plus, on envoyait des Autochtones en prison, puis pourtant, on ne respectait pas, ils étaient souverains sur leur territoire. On n'avait pas de traité avec les autres. Pourquoi? Puis c'est là, quand on regarde l'histoire, comment le Québec a agi avec les Autochtones jusqu'à même aujourd'hui, c'est pas un hasard qui fait que le premier ministre aujourd'hui nie qu'il y a un racisme systémique, parce que admettre une responsabilité que le Québec a envahi le territoire sans traité, puis qu'ils ont tout simplement, avec la complicité d'Ottawa, de nous enfermer dans les réserves pour prendre possession des ressources naturelles, créer leur économie, pour soutenir les villes et les villages non autochtones. Je te parle de Blanc, là. Regarde à Val-d'Or, là, la mine qui est là, Sigma, puis la corridor qui va de Val-d'Or à Timmins, l'exploitation, l'extraction de l'or. Les Algonquins, là, on nous a tassés de ça. On nous a jamais versé une scène. Okay? Puis tout le développement d'une région, que ce soit au niveau hydroélectrique, que ce soit foresterie, même récréo-touristique, là, on pouvait même pas avoir accès. Puis le Québec, pour Kitsakik, moi je parle seulement Kitsakik parce que je connais Kitsakik, le Québec, avec ses lois provinciales, ont réduit le peuple algonquin à la famine. On ne pouvait plus chasser l'orignal, le castor, tout ça. C'était juste pour les riches américains qui venaient en avion, là. Laurel et Hardy, le tandem, ils venaient chasser dans notre coin. Puis les autres, ils payaient beaucoup chougnant l'argent américain. Puis nous autres, là, nos aînés, j'ai un aîné qui me parlait que pour survivre, il fallait qu'ils mangent les marmottes.
Parce que tout le monde n'avait pas des gardes-chasse. Les gardes-chasse se sont comportés comme des SS. Les nazis là, qui s'en vont courir après les Juifs, là, ben, ils ont fait ça avec le peuple algonquin. Puis ça, c'est la responsabilité de la province. Et ça, la province, aujourd'hui, là, ne veut pas admettre que l'État du Québec est né sur des territoires non couverts par un traité, puis que le Québec a une responsabilité. Maïté, tu veux répondre? J'aimerais ça rebondir là-dessus. Parce que tu parlais de Laurel et Hardy, les Américains qui venaient chasser. Tu sais, ça a été la même chose avec le saumon aussi dans le coin de l'Oustougouche. Ça a été, tu sais, je veux dire, puis souvent on parle d'effets, tu sais, on parle d'événements. Tu sais, moi, je suis allée à l'école à Québec, là, donc j'avais je voyais c'est quoi comment on montrait l'histoire du Québec à des jeunes de mon âge. Puis, tu sais, je veux dire, la drave, tu sais, on parlait des draveurs comme faisant ce métier tellement dangereux, tellement héroïque, tellement brave. Mais la drave, ce que ça le fait, c'est que ça a congestionné des rivières, puis ça a créé des famines dans les communautés parce que nous, on se déplaçait par les rivières. Pendant que le Québec vivait sa révolution tranquille, puis que le Québec s'ouvrait sur le monde, libérait les femmes, on envoyait, puis se libérait de l'Église aussi, on envoyait les enfants autochtones au pensionnat. Puis oui, c'est vrai, les Américains, ils venaient dans mon bout aussi, puis ils sont partis avec des enfants de ma communauté. Parce que par pression, par coercition, on faisait penser aux femmes qu'elles n'étaient pas aptes à s'occuper de ces enfants-là. Donc moi, j'ai des cousins aux États-Unis que je n'ai jamais vus de ma vie et dont j'ignore le nom. C'est grave, là. Comment tu l'as su? Ça est resté tabou dans la famille jusqu'à temps qu'on en parle un peu, mais très brièvement. Je veux dire, là, on parle de survivants de pensionnats qui se font à leur tour enlever leurs enfants. Puis on place, tu sais, je veux dire, je pense que la société dominante est très bonne à placer le blâme sur les individus, sur les Autochtones qui en arrachent. Dans plusieurs mêmes provinces, la pauvreté est encore un critère pour qu'on t'enlève ton enfant par la DPJ, par les services sociaux. Il y a même des alarmes qui sonnent dans les bureaux pour dire qu'il y a un bébé qui est autochtone qui est né à l'hôpital. Ici, au Québec, on s'est battu contre ça. Donc, au moins, on n'a pas ce critère-là ici pour les Autochtones. Mais ça arrive. Sur 11 000 enfants qui sont placés en famille d'accueil au Manitoba, sur 11 000, c'est 10 000 qui sont autochtones. J'aimerais poser la question à Mme Bosquet. Marie-Pierre? Oui. Êtes-vous capable de répondre à la dernière question que j'ai posée aux panélistes? C'est possible de répéter la question, s'il vous plaît? Avec plaisir. Certains disent parfois que les politiciens coloniaux et les pensionnats sont la responsabilité du gouvernement fédéral ou des Anglais. Que penser des relations passées et présentes entre les Autochtones et le Québec? Alors, je vais commencer par essayer de répondre au premier début de la question. Ce qui est évident, c'est qu'à la base, le projet des pensionnats, c'est un projet du gouvernement fédéral. Donc, le gouvernement fédéral ne peut absolument pas nier que c'était sa responsabilité, puisque c'est son idée. C'est lui qui finançait, c'est lui qui donnait le feu vert, c'est lui qui supervisait, etc. Mais ensuite, ce qu'il a fait, c'est qu'il a délégué son autorité à des congrégations religieuses. Il avait fait des ententes. Et ces ententes se sont terminées en 1969. Mais après la fin des ententes avec les congrégations religieuses, les pensionnats ont continué pendant 30 ans. Donc, c'est sûr que les congrégations religieuses ont des responsabilités. Je ne vois pas comment on peut ne pas le reconnaître.
Mais le premier responsable, avant tout, c'est le gouvernement fédéral et tous ceux qui ont décidé, en fait, que les enfants devaient aller dans des pensionnats. C'était les agents des affaires indiennes qui faisaient les listes de qui allait dans les pensionnats. Et c'était obligatoire. Les parents avaient absolument pas leur mot à dire. Ils choisissaient pas si l'enfant devait aller à l'école, ils ne choisissaient pas le pensionnat, ils choisissaient rien. Ils avaient rien à dire. Donc, les agents des affaires indiennes se reposaient sur les missionnaires qui étaient dans les communautés, les missionnaires catholiques ou anglicans. Donc, ce sont des responsabilités partagées, ce qui est certain. Mais il faut pas oublier que quelque part aussi, tout le pays en fait un peu était complice de ça, parce que c'est difficile d'ailleurs d'employer ce terme, parce que j'imagine qu'il y a bien des gens qui vont dire non mais qu'est-ce qu'elle raconte là. Bon, mon père il était sur une ferme, ce que vous voulez qu'il y pense, mais tous les journaux que j'ai lus qui racontaient les ouvertures des pensionnats avaient l'air de dire c'était super, que c'était un cadeau en fait qui était fait aux enfants d'être envoyés dans ces écoles. Quand je lis par exemple la presse des années 50 qui concerne l'ouverture de différents pensionnats au Québec, c'était mais quelle chance ils ont les petits Indiens dans ces beaux bâtiments tout neufs. Et là en fait le gouvernement est présenté comme le bienfaiteur des enfants. Mais ce qui permettait aussi la construction des bâtiments, c'était il fallait quand même l'autorisation des ministres provinciaux, donc ils ont pas, et des ministres territoriaux, donc ils étaient parfaitement au courant de tout ça. Mais tout le monde trouvait ça très bien. C'était l'idée que de toute façon ils pouvaient pas continuer à être nomades et qu'il fallait absolument qu'ils aillent à l'école. Donc tout le monde avait l'air de trouver que c'était une évidence. C'est pour ça que je dis c'est pas drôle de regarder ça quand on hérite de cette histoire, quand on est allochtone aussi, parce qu'on se dit le pays dans lequel je vis, qui m'a apporté tant de bénéfices, la sécurité, je suis dans une démocratie et tout ça, et donc un pays où on a beaucoup de privilèges quand même. Ces privilèges, ils n'ont pas été donnés à tout le monde, et c'est ça qui est, c'est l'impression qu'on peut avoir de se dire que tout ce qu'on a reçu, eh bien ça n'a pas été partagé équitablement et ça a même été pris sur le dos de quelqu'un. Et ça c'est difficile de s'en rendre compte. Moi j'en connais encore des gens qui nient ça en disant mais en fait c'était une bonne chose qu'ils aillent à l'école. Et on a envie de leur dire mais pourquoi vous écoutez pas les survivants? Pourquoi vous écoutez pas leurs ressentis? Je veux dire, il y a des milliers de personnes, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes qui ont témoigné à la commission de vérité et réconciliation pour dire à quel point ils avaient vécu ça de manière traumatique. Donc c'est très lourd, mais aucune province n'a été à l'abri. Aucune province ne peut se laver les mains de cette histoire, et le Québec pas tout autant que les autres. Là, elle est dans le même bain que les autres. Sans exception. Sans exception, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais poser la question à Thérèse. Thérèse Nicoué. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous la réconciliation? Comme réconciliation, pour moi, ça résonne comme un mot là, qui est très... ça a une grande portée. C'est lourd aussi, c'est lourd de sens, parce que pour pouvoir se réconcilier, pour parler de réconciliation, dans le fond, avec... quand on parle de l'ensemble des Canadiens, Québécois, il faut d'abord qu'ils connaissent l'histoire, puis qu'ils reconnaissent tout le tort qui a été fait pour pouvoir entamer la réconciliation. Puis aussi, il faut, de notre côté aussi, avoir la possibilité, avoir tous les moyens là, de continuer tout le processus de guérison, parce que malgré tout ce qui a été... tout ce qu'on a subi, il y a quand même toute la force de résilience qu'on appelle. J'ai mentionné au tout début que je disais un grand merci à tous ceux, malgré toutes les blessures qu'ils avaient, qui ont su quand même se battre là, pour faire avancer la cause autochtone, que ce soit au niveau
politique, au niveau juridique, puis au niveau aussi là, de ce qu'on peut appeler plus le côté social, là. La rencontre là, de l'Autochtone puis l'Allochtone aussi. Il y a un énorme travail à faire, c'est de faire tomber, j'ai parlé des murs, là, voire même les murs de l'indifférence, de méconnaissance puis d'ignorance. C'est tout un travail à faire. Donc, pour parler de réconciliation, dans un premier temps, il faut reconnaître tout le tort là, qui a été fait à tous ces enfants-là qui ont été arrachés de leur famille, puis aux enfants de ces enfants-là, puis à leurs petits-enfants. Aujourd'hui, moi, j'ai des petits-enfants, puis moi-même, quand on parle de réconciliation, c'est aussi d'aller à la rencontre de moi-même, puis d'aller de faire émerger tout cet héritage quand même là, que j'ai là, de mes ancêtres qui ont toujours démontré une grande force là, pour composer avec tous les obstacles là, qui se dressaient sur leur route. Là. Donc pour nous aussi, c'est un gros travail là, de reconstruction. Aujourd'hui, quand je vois dans les communautés tous les rituels, les cérémonies qui reviennent, puis les powwows aussi, quand je vois les jeunes enfants, les tout petits enfants, dès qu'ils commencent à jouer, ben ils veulent jouer du drum, puis ils se mettent à danser, puis leur petit régalia. Mais pour moi, là, ça signifie déjà beaucoup. On a déjà fait un énorme travail de notre côté. Donc, on s'attend à ce que de l'autre côté aussi, tout ce travail-là de réconciliation là, soit vraiment... c'est de la sincérité là, que je m'attends là, de l'autre côté. Puis quand je parle de sincérité, c'est pas juste au niveau social. Le plus difficile, là, c'est justement de travailler avec des changements, vraiment, changement de paradigme, le changement là, de perception, de façon de voir, pour que ça remonte juste dans les hautes sphères du pouvoir, pour vraiment avoir des changements structurels, qu'on dit législatifs et tout ça. C'est tout ça, là, tout le travail de réconciliation qu'il y a à faire. Là, ça a une très grande portée. Ça part de l'individu jusqu'à toute la société, puis aussi les gouvernements. Merci. Donc, c'est au niveau politique que le changement doit se faire, c'est ça, si je comprends bien? Il faut que ça atteigne le niveau politique, puis c'est justement ce niveau-là qui est le plus ardu. Quand la volonté politique va être là, on va pouvoir parler qu'il y a réconciliation. Maïté, as-tu une réponse là-dessus? Moi, je pense pas qu'il y a de réconciliation sans restitution. T'sais, je veux dire, c'est sûr que c'est quelque chose que le Canada ne veut pas reconnaître, que c'est un État qui a été fondé sur le génocide des peuples autochtones, en plus d'employer le cheap labor de d'autres minorités comme les Chinois, les esclaves noirs, parce que oui, il y en a eu ici aussi, en faisant des famines dans certains territoires, même pour aller chercher les ressources. C'est sûr que le Canada ne veut pas dire, ben oui, je suis un État illégitime. Parce que s'ils l'admettent, là, c'est sûr qu'ils n'ont pas l'avantage. Donc, mais il va falloir que les gens se le disent à un moment donné, puis qu'il y ait des vraies discussions de fond. Parce qu'en ce moment, je veux dire, la souveraineté des peuples, je veux dire, moi, je suis sous la Convention de la baie James avec certains droits historiques, selon mon traité, au Québec. Mais les Cris qui sont de l'autre côté de la baie James, qui ont les mêmes noms de famille que nous autres, qui sont nos cousins éloignés parce qu'on voyageait là avant,
n'ont même pas ces droits-là parce qu'il y a une frontière coloniale, provinciale qui nous sépare. Le pays cri va de la Colombie-Britannique jusqu'au Québec. Le pays Inuit Nunangat, ça va de l'Alaska jusqu'au Groenland. Ce sont des territoires immenses. Puis, c'est pas à l'avantage du Dominion canadien ou même les États-Unis de reconnaître que nos pays, nos confédérations couvraient un immense territoire avant. Mais il va falloir restituer des terres, il va falloir restituer des terres de la couronne, il va falloir restituer nos droits. Parce que là, en ce moment, le droit autochtone, je veux dire, selon la Constitution, j'existe en tant qu'Autochtone seulement au contraire de quelque chose qui, ici, est un Canadien. Puis, en fait, quand on me classe dans une classe à part de citoyens, en me désignant comme autochtone, on vient à jouer dans mes droits. C'est quoi mes droits historiques? C'est quoi mes droits inhérents? Puis là, en ce moment, on se retrouve avec une loi sur les Indiens qui nous catégorise même sur notre pourcentage de sang autochtone, ce qui est du jamais vu. Il n'y a aucune minorité qui est soumise à ce genre d'humiliation-là. Donc, ça part de ça. Ça part de on était des nations, puis les gens ils essayent de nous dépeindre comme étant... quand on regarde des livres d'histoire, on est souvent dépeints comme des gens qui attendaient quasiment de se faire coloniser, sans structure sociale, politique. Mais on en avait des structures sociales et politiques qui étaient très bien rodées, qui fonctionnaient, puis qui étaient très complexes aussi. Des fois, les gens... Même moi, des fois, je lis sur le système clanique dans certaines communautés du Canada, puis c'est lourd à assimiler parce que c'est beaucoup d'informations. On a transformé le territoire depuis des millénaires, je veux dire, pour pêcher le poisson sur les côtes. On a fait des coupes, des brûlis de prévention pour empêcher que les feux de forêt se dispersent trop. Nous étions des mineurs aussi. Les cris minaient la quartzite sur le territoire. Il y a des preuves archéologiques que les Anishinabés même minaient du cuivre puis d'autres métaux. Puis on a fait tout ça sans provoquer des catastrophes mondiales et climatiques. Ça aussi, il va falloir le reconnaître. Mais avant qu'il y ait tout ça, avant qu'il y ait restitution, moi, je peux pas voir de réconciliation. Se réconcilier avec quoi? En partant, là. Moi, comme disait Jimmy, j'ai pas à me réconcilier avec personne. Vous pouvez vous réconcilier avec votre vous-même, parce que je sais que c'est des conversations qui sont dures à avoir, puis c'est pas des conversations qui sont confortables. C'est pas confortable de se dire, hey, oui, je vis ma vie tranquillos avec mon chalet à Saint-Adolphe d'Howard sur des terres volées et chaque jour, je bénéficie du génocide des Autochtones. C'est sûr que c'est pas confortable de se le dire, mais il va falloir se le dire parce qu'à un moment donné, ça va escalader, puis on n'aboutira nulle part. Mais la réconciliation, quand on parle de réconciliation, ça marche sur les deux bords pour les Autochtones et les Canadiens en général. On se pose on dirait que les Autochtones, encore une fois, vont devoir travailler plus fort pour se faire réconcilier ou vice-versa. Les Autochtones vont devoir éduquer les Canadiens, autrement dit. Est-ce que, Jimmy Papati, tu peux répondre à cette question? Je vais prendre deux symboles pour faire comprendre les gens. Le premier symbole, dans le monde autochtone, là, nous, on fonctionne avec un système ovale où tout le monde est égaux. On est dans le cercle. On vit en équilibre. Puis quand on a un tort qui est causé, souvent, on dit qu'il faut retourner dans le cercle, puis se parler, puis trouver... Okay?
les gens qui commettent les offenses sont dans le cercle, puis on se parle, puis on avance. C'est extrêmement difficile d'amener un gouvernement avec une structure pyramidale où celui qui est en haut s'excuse, mais il vient pas dans le cercle. Au contraire, il nous dit, amenez votre cercle dans notre pyramide, là, puis opérez selon nos règles de structure. C'est extrêmement difficile pour nous de vouloir se réconcilier avec des colonisateurs. Il faut dire ça de même. Le gouvernement, c'est un colonisateur qui maintient volontairement ses règles encore, puis qui n'est pas prêt à changer encore. Puis que les provinces se réfugient derrière la Constitution pour ne pas aborder les questions autochtones. On peut aller très loin dans cette réflexion-là. Puis pour moi, aussi longtemps que nous, les Autochtones, on continue d'être dans le cercle, puis que notre frère qui est à côté ne veut pas venir, parce que c'est eux autres qui ont causé un tort. C'est pas nous autres qu'on a causé un tort au Canada, c'est eux qui ont causé un tort, nous autres. Puis ils veulent pas venir dans le cercle. Ben, je vais vous dire que la réconciliation avec les règles du colonisateur, puis qui maintient ça, il n'y a aucun dirigeant autochtone au pays qui va accepter un plan de réconciliation quand on dénie la vérité, puis que le colonisateur maintient ses propres règles avec nous. La loi sur les Indiens n'a pas changé, là. La loi sur les terres de réserve n'a pas changé. Les conventions n'ont pas changé. On maintient toujours ça en place. Puis à chaque jour, les enfants sont enlevés du milieu social, puis on se cache derrière une loi provinciale pour dire, on fait de l'effort, nous autres, les Québécois, là, de maintenir l'enfant autochtone dans son milieu, en sachant très bien qu'à la fin, qui a le gros bout du bâton, c'est la province avec ses lois. Fait que pour moi, la réconciliation dans les règles du colonisateur, c'est un non catégorique, puis un non merci. Marie-Pierre, en tant que professeure et chercheuse universitaire, comment réagissez-vous aux commentaires de Maïté, Thérèse et Jimmy? Et d'après vous, puisqu'on parle aujourd'hui de vérité, où sommes-nous sur cet enjeu? Bon, alors déjà, il me paraît assez clair, après avoir entendu nos trois panélistes, on en est très loin de la réconciliation et que, en fait, c'est un terme qui paraît difficile à définir. On ne sait pas trop quoi mettre dessous, qui doit se réconcilier avec qui, dans quelles conditions. Moi, j'ai entendu beaucoup de monde aujourd'hui, des allochtones, qui aimeraient beaucoup se réconcilier qui parlent beaucoup de réconciliation, mais ils ne savent pas du tout comment s'y prendre, en fait. Et en fait, on a l'impression que quelque part, si on allait tout de suite vers la réconciliation, ce serait un peu comme dire allez, on va se réconcilier, puis après on passera à autre chose. En fait, on n'est pas du tout prêt à passer à autre chose. Clairement, là, on a beaucoup de travail à faire avant. Et monsieur et madame tout le monde, là, on n'a pas de pouvoir là-dedans. On espère que les politiciens vont faire quelque chose, vont être un peu vers la réparation. Au Québec, on croit beaucoup au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui est un droit qui date du début du XXe siècle. C'est aussi un droit auquel il faut penser pour les autochtones. C'est bien beau d'y penser pour soi, mais il faut aussi y penser pour les autres peuples. Alors c'est compliqué. Moi, j'ai aucun pouvoir politique à part mon droit de vote, mais c'est à peu près tout. Et donc, je crois que pour l'instant, je répondrai non seulement en tant que chercheuse, mais en tant qu'allochtone. Là, on a d'abord un devoir à faire, qui est un devoir de mémoire et d'apprentissage de l'histoire, parce que on peut clairement pas aller vers l'idée de se réconcilier avec quelqu'un, de cheminer avec les autochtones, si on ne sait pas d'où ils viennent, si on ne sait pas leur histoire, comment ils l'ont vécu, si on n'est pas au diapason, enfin si on n'a pas la même compréhension des faits. Et tant qu'on aura des versions complètement opposées et non pas tressées ensemble, on ne pourra pas y arriver. Donc, faut d'abord commencer clairement par la vérité. Ce terme-là, c'est à mon avis, c'est la première étape. La réconciliation, on y pensera plus tard. Peut-être qu'on pourrait voir ça comme un processus, comme un idéal, comme un horizon. Enfin bref, mais pour l'instant, c'est d'abord le but, c'est d'abord de se pencher sur la vérité. La vérité, elle n'a pas terminé d'être établie. On l'a bien vu là depuis
le mois de mai, je pourrais vous citer d'autres exemples, mais depuis le mois de mai, c'est patent, c'est absolument évident pour tout le Canada. C'est la découverte des fosses communes autour d'anciens pensionnats. Découverte pour ceux qui savaient pas, hein, parce qu'en fait, les gens dans les communautés en question, ils savaient très bien qu'elles étaient là. Donc, puis là, c'est réel, là. Et là, on se dit, oups, ben moi, j'étais pas au courant. Il y avait un volume du rapport de la Commission de vérité et réconciliation qui parlait de 6 000 enfants qui n'étaient pas revenus chez eux. Manifestement, il n'y avait pas grand monde qui l'avait lu, ce rapport, donc on l'avait un peu oublié, en fait. Et je dirais le premier devoir qu'on a à faire en tant que chercheur, en tant qu'allochtone en général, c'est d'aller lire le rapport de la Commission de vérité et réconciliation. C'est une commission qui a fait un travail énorme. C'est de lire les 94 appels à l'action pour voir que déjà qu'est-ce qu'on pourrait faire qui sont dans ces appels à l'action. C'est quand même extrêmement important. Cette commission, c'est une commission fédérale, hein, tout le monde y a participé. Puis il y a d'autres commissions aussi qui ont rendu des rapports. La commission vient, et puis il y a eu l'ENFADA, tout ça. Et donc, il faut pas aller trop vite. Il faudrait d'abord commencer par faire le bilan de ce qu'on a appris avec ces commissions et puis regarder leurs recommandations. Si déjà on appliquait les recommandations de ces commissions, on aurait déjà fait un énorme pas. Alors, commençons par le commencement. Et dedans, dans ces appels à l'action, il y a des choses qui sont aussi pour les citoyens. Et les citoyens, manifestement, ils demandent aussi à en savoir plus. J'ai été frappée par le Cancel Canada Day, le mouvement qui a eu lieu où les municipalités entières ont vraiment aboli les festivités du 1er juillet pour se demander, voilà, pourquoi est-ce qu'on célébrerait l'anniversaire du pays? On va célébrer quoi, en fait? Et les gens ont envie de savoir. Ils n'ont pas envie de vivre sur du mensonge. Ils ont envie de se dire. Ils ont pas envie de continuer ça. Je pense qu'il y a c'est peut-être pas tout le monde, mais je pense qu'il y a une grande majorité de personnes qui aimeraient bien déjà commencer par savoir, et puis après, qui va demander au gouvernement d'agir. C'est en instruisant, je pense, la majorité des gens, que c'est la majorité des gens, en fait, qui vont élire après les dirigeants et qui vont leur demander. Parce qu'il faut jamais oublier que nos dirigeants, ce sont des élus et qu'ils sont là pour nous représenter et représenter ce que nous voulons qu'ils fassent. Et c'est important de leur rappeler. J'allais vous poser une question, sous-question sur ce que vous venez de dire. Aujourd'hui, quand même, le Canada, certaines provinces ne reconnaissent pas le 30 septembre comme étant jour férié. L'Ontario, entre autres, l'Alberta, le Québec ne reconnaissent pas l'idée d'avoir un jour férié, comme on pourrait parler des exemples comme la fête de la Reine, le jour du souvenir. Certaines provinces le reconnaissent, mais ce n'est pas toutes les provinces qui reconnaissent la journée de vérité et de réconciliation. Déjà, la réconciliation au niveau fédéral, l'idée du fédéral était d'avoir toutes les provinces de son côté pour arriver à que les provinces reconnaissent cette journée comme étant une journée fériée pour la population en général. Mais ce n'est pas le cas. Donc, déjà en partant, on trébuche. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus avec moi, Madame Marie-Pierre Bosquet? Oui, je suis d'accord. En fait, cette question férié ou pas, l'excuse qui a été sortie, c'est le même argument chez à peu près tous les premiers ministres. Oh, on a bien assez de jours fériés, etc. Ça me paraît un argument pas très convaincant, parce que si c'est uniquement ça, il suffit d'en abolir un autre et puis on remplace par celui-là. Enfin bon, j'ai entendu
notre Premier ministre parlait de c'est important qu'on reste productif. C'est pas un jour de plus ou de moins qui va changer grand-chose à la productivité. Hein. Ce qui est un peu ennuyeux, c'est que de se dire quand même que chaque province a son jour pour célébrer ce qu'il est. Nous, c'est la Saint-Jean au Québec. Et ce serait important qu'il y ait un jour spécial pour les Autochtones. Déjà, le 21 juin n'est pas un jour férié. La fête des Autochtones, c'est pas un jour férié. Donc, enfin, pas partout, en tout cas. Et en tout cas, j'aurais bien aimé que ce soit un jour férié. Mais bon, en même temps, il faut peut-être pas baisser les bras tout de suite, là. Hein. C'est la première occurrence. On va peut-être se dire que ça peut changer aussi. Donc, tout va dépendre de ce qui va se passer par la suite. C'est la première fois. Ça sera pas la dernière. Voilà. Il y a peut-être des choses qui vont être réfléchies, discutées. Moi, je pense qu'il faut pas laisser tomber. OK, je vais retourner auprès de mes panélistes, Jimmy Papati. Les évêques catholiques du Canada ont récemment présenté leurs excuses pour les abus commis dans les pensionnats et annoncé une contribution de 30 millions de dollars pour soutenir les survivants. Quelle est votre réaction, Jimmy, à cette nouvelle qu'on a eue cette semaine? Vendredi dernier, c'est sorti dans les médias. Ma première réaction, ça a été... c'est comme si je recevais une claque d'en face. Je vais m'expliquer. Quand il y a eu la première poursuite par un Autochtone contre les Oblas sur les questions des pensionnats, les Oblas, eux autres, ils ont eu la merveilleuse idée d'aller se placer sous la loi de la protection de la faillite, puis transférer leurs actifs au Vatican puis se déclarer en faillite au pays. Là, okay? Ça, c'est leur première réaction. Les ordres religieux, là, ils ont tout le temps fait ça. Ils ont tout le temps blâmé que c'était Ottawa, puis Ottawa a fini par dire « OK, moi, je vais payer. Okay? » Puis aujourd'hui, avec ça, 30 millions de dollars, pour moi, si l'Église catholique voulait vraiment être sérieux... 30 millions, c'est pour les 5 prochaines années, je pense. C'est ça. Moi, si l'Église catholique ou les églises, les ordres religieux, voudraient être vraiment sérieux, là, ils seraient les premiers à dénoncer puis à ne plus protéger les abuseurs, les prêtres, les pédophiles puis les bonnes sœurs. Hein. Ils seraient les premiers à les mettre sur les bancs des accusés puis faire face à la justice dans notre pays. Ça, c'est la première chose qu'ils devraient faire. La deuxième, mettre un fonds, je parle pas juste de 30 millions, je parle de... Va chercher $1 milliard au Vatican puis mets-les ici là, pour restaurer la spiritualité qui a été détruite par les églises, les langues et les cultures, puis venez donc dans nos communautés. Les évêques, là, au lieu de rester dans votre tour de Babel, là, puis derrière votre soutane, venez donc dans nos communautés, puis allez présenter vos excuses aux parents puis aux grands-parents, ces gens-là à qui on a enlevé les enfants, puis que c'est eux qui ont administré ces enfants-là à travers les pensionnats. La journée où l'Église va faire ça, là je vais prendre ça plus, mettons, un peu plus au sérieux, puis... L'autre affaire, c'est ce qui m'énerve. Bon, ça, c'est personnel. Là. Je respecte les convictions des gens, là, leur croyance spirituelle, religieuse. Je vais respecter ça. Mais c'est vraiment frustrant de voir que la stratégie au Québec, c'était on remplace les prêtres noirs, les blancs, puis on les met par des prêtres noirs. C'est ça qui se passe là, dans notre pays, au Québec. Là. Je connais plein de communautés où c'est des prêtres noirs qui sont là. Okay? C'est l'hypocrisie de l'Église, ça, pour moi. Puis qu'on les tolère dans nos communautés encore plus. Là. On devrait démanteler les églises, puis leur redonner leur croix, puis leur Bible, puis leur dire, nous autres, on va retourner à nos tambours, parce que c'est là, le nomadisme, ça veut dire être bien, retourner à la guérison. Il faut que l'Autochtone, il faut que le tambour résonne à l'échelle du Québec, puis que les gens comprennent que les Autochtones se sont réappropriés leur spiritualité qui a été détruite par l'Église. Pour moi, l'Église, là, s'il voulait vraiment être sérieux, il ferait ce genre d'étape-là, puis c'était très hypocrite parce que je te dirais là qu'ils ont été les premiers à dire non, on n'a pas à s'excuser pour le rôle qu'on nous a transmis. C'est Ottawa qui a demandé de faire ça. Bien, ils l'ont fait quand même, puis ils se sont jamais excusés. Puis moi, personnellement, la personne qui m'a fait mal au pensionnat, là, il est encore en vie, puis il traîne au manoir Richelieu. C'est
la forteresse blindée des prêtres, des oblats, ici, là. Il est encore là, lui. Il n'est pas encore mort. OK? Mais, c'est ça l'Église. L'Église, elle a tellement eu de pouvoir sur les Québécois, sur l'ensemble des Canadiens, que même aujourd'hui, les Canadiens et les Québécois sont en train de déserter les églises. Puis, où tu penses qu'ils se sont recyclés, ces prêtres-là? C'est dans nos communautés, parce que mettre à genoux des Autochtones par la culpabilité, la peur de ces affaires-là, là, la peur d'aller en enfer parce qu'on joue du tambour, puis la peur d'aller en enfer parce qu'on nous voit comme des charlatans, puis qu'on fait du paganisme, là, ça a été plus facile pour l'Église de faire ça. Ils ont du chemin à faire, l'Église. Beaucoup de chemin pour oser entendre les Autochtones, les leaders autochtones dire « On accepte vos excuses ». Encore du chemin. Maïté, comment tu as réagi à cette nouvelle, toi? Le 30 millions de la part des évêques. 30 millions, ça peut paraître gros, mais c'est rien. Là. 30 millions, ça c'est pour le Canada. C'est ça. 30 millions, je pense que ce serait même pas assez pour construire toutes les maisons qui manquent à Waswanipi à cause de la crise du logement. Je pense que ça serait même pas assez pour amener de l'eau potable à toutes les communautés autochtones encore en 2021 qui n'ont pas accès à de l'eau potable ou qui sont souvent sous des boiling water advisories. C'est pas grand-chose, 30 millions. Puis, comme je disais tantôt, dans le cas de dans le cas de mon oncle, les archives ont été quand même assez dures à accéder. Il y a encore des ordres religieux au Québec, au Canada, qui ne veulent pas donner leurs archives ou qui sont très, très réticents à le faire. Moi, je m'en souviens quand là, 2 ans, je pense, c'est des milliers de documents d'archives des pensionnats administratifs qui allaient être détruits. Puis, le gouvernement s'est pas opposé à ça. Puis ça, c'est des pièces de preuves. Ce sont des preuves, ce sont des pièces tellement importantes, non seulement pour peut-être éventuellement, emmener des gens en cours, mais aussi pour faire notre deuil. Moi, ma famille, elle ne fera jamais son deuil tant et aussi longtemps qu'on ne saura pas si c'est bien mon oncle qu'on a trouvé dans une tombe non marquée, là. Tant qu'on n'a pas la firme preuve que c'est lui, de comment il est mort, parce que là, on a plein d'histoires. On ne sait pas laquelle est vraie. Tant qu'on n'a pas ces éléments de preuve-là, je vais me ressasser ma grand-mère qui pleure dans ma tête encore et encore et encore, et à chaque jour qui porte sur la réconciliation, qui porte sur la guérison des pensionnats, moi, je vais avoir ces images-là qui tournent en tête, puis je ne vais pas pouvoir faire la paix avec ça, puis je ne vais pas pouvoir passer à autre chose dans ma vie. Moi, j'aimerais ça vivre seulement une journée dans ma vie où je ne pense pas au pensionnat, où je ne pense pas à la colonisation, où je ne pense pas à la pauvreté systémique qui sévit dans ma communauté, dans ma famille. J'aimerais ça, moi aussi, à un moment donné, pouvoir passer à autre chose dans ma tête des fois, mais en ce moment, les ordres religieux, ils nous compliquent ça un peu. Puis je suis pas la seule, là. Je veux dire, même ma boss, sa sœur, n'est pas revenue du pensionnat non plus. Il y a une autre dame dans ma communauté aussi que sa fille n'est pas revenue. Tu sais, les gens pensaient que c'était anecdotique quand on leur disait ça, puis ils disaient, ah, tu réécris l'histoire, là, puis c'est un peu jouer à la victime. Puis là, on commence à se rendre compte que non, c'est putain anecdotique des enfants qui sont morts au pensionnat, jamais retournés à leurs parents. Mais les archives, c'est eux qui les ont. Puis ils doivent assumer. Parce qu'ils savaient, il y avait des rapports qui disaient que les conditions dans les pensionnats étaient épouvantables. Thérèse, est-ce que tu peux répondre à cette question? Quelle a été ta réaction, toi, par rapport aux évêques catholiques du Canada qui ont annoncé qui ont fait leurs excuses pour les abus commis dans les pensionnats?
et qui ont aussi annoncé une contribution de 30 millions pour soutenir les survivants. Les personnes comme toi, Thérèse. Ben, moi, je pense que, premièrement, ils ont été contraints là, de faire un move, comme on dit, de bouger. Puis, deuxièmement, moi, je me demande comment ils ont fait pour évaluer, pour mettre un chiffre là, à tous les torts là, qui ont été causés depuis toutes les années là, où est-ce qu'ils ont été présents au niveau là, des pensionnats. Puis, par rapport à tous ces enfants-là qui ne sont jamais retournés chez eux. Puis tous les torts qui ont été causés là, aux familles, puis aujourd'hui à la génération actuelle, puis tout l'héritage que ça laisse, là, c'est ridicule. Moi, j'ai trouvé ça absolument ridicule, là, un montant comme ça. Puis, je me demande qu'est-ce qu'ils ont entre les deux oreilles. Je me demande comment ils réfléchissent vraiment, là. Puis, la responsabilité des évêques, de l'Église, est vraiment énorme. On parle des pensionnats, mais il y a avant les pensionnats aussi, puis il y a dans les communautés aussi, toutes ces histoires-là là, des abus là, qui ont été causés là, par les religieux. Je pense juste à Manoan, entre autres, où un des prêtres, pendant je ne sais pas combien d'années, il a abusé des femmes là, pour justement leur demander d'aller le voir, puis il frictionnait leur ventre, soi-disant avec de l'huile sainte pour que l'enfant naisse bien. En tout cas, c'est tous les abus qu'ils ont faits. Là, non seulement ils ont abusé là, des femmes, mais des jeunes enfants, partout où ils sont passés, tous les torts qui ont été causés là, par ces religieux-là, c'est énorme. Ils ont vraiment là, ils ont comme tout un devoir à faire là, pour évaluer tous les torts là, qu'ils ont causés, puis de revoir là, comment justement est-ce qu'ils peuvent contribuer là, pour redonner, là, comme entre autres, moi aussi, là, la question là, de la spiritualité amérindienne, ça me tient à cœur. Puis comment ça, depuis les tout débuts, là, ça a été bafoué, ça a été détruit, là. Ça va prendre des générations pour nous autres de tout reconstruire ça, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui même, il y a encore des actions là, de l'Église. Là, on parle de renouveau charismatique, mais des fois, c'est un peu bizarre. Moi, je trouve ça bizarre, la manière. Là, c'est juste une autre façon encore là, de conditionner des gens pour les soumettre à leur autorité, parce que l'Église demeure comme une autorité suprême, là, comme on dit, là, dans la foi là, que les gens doivent avoir. C'est comme l'Église est là, puis si nous autres, on est là. En tout cas, moi aussi, là, ça vient me chercher toutes ces histoires-là. Là, ça fait que moi, je trouve ça ridicule, là, la somme qui a été avancée. Puis comme je dis, bon, qu'est-ce qu'ils ont entre les deux oreilles, ces évêques-là puis ces religieux-là. Voilà. Certaines communautés, 30 millions, pour opérer une communauté, une réserve, ça peut représenter ça pour certaines communautés. Ouais. Parce que des grosses communautés qui opèrent avec un montant d'opération de 30 millions, ça, c'est juste une communauté. Puis encore, il y a au-dessus de 600 communautés autochtones à travers le Canada. Puis encore là, c'est du sous-financement, mettons. 30 millions, là, je suis pas mal sûr qu'il y a beaucoup de
Il y a du sous-financement. Je vous permettrai de faire le mot de la fin. Je vous donne 60 secondes, Jimmy Papati. Pour le peuple Anishinaabe de Kitsakik, là, on est dans le parc La Vérandrée, à 1 heure au sud de Val-d'Or, 3 heures au nord du Parlement du Canada, puis on est une communauté qui vit sans infrastructure, sans eau courante et électricité, puis pour nous, là, le mode de réconciliation, c'est un mot qui fort, OK? Nous autres, c'est maintenant qu'on veut avoir des infrastructures, l'électricité, l'eau courante. Nous autres aussi, on veut rentrer dans le siècle dans lequel on est, là, parce que quand tu viens à Kitsakik, tu as l'impression que tu es des années 40, 50, ou ce que tu sais. Pour le peuple Anishinaabe de Kitsakik, c'est ça notre besoin immédiat. Là. C'est pas, puis quand on voit le Canada dépenser des milliers de dollars pour un bras canadien dans l'espace qui fait « Hi, le Canada », puis les missions de paix dans le monde, puis, le dernier, le vol de l'assurance-emploi, là, la caisse d'assurance-emploi, 30 milliards, quelque, là. Quand tu regardes ça, puis qu'ils ont l'audace de nous dire qu'on n'a pas d'argent pour un projet de 120 millions de dollars pour construire un village, là, j'ai un maudit problème. Fait que, réconciliation. Merci beaucoup, Jimmy. Maïté? Je sais que ce que je dis des fois, c'est pas confortable, mais la réconciliation, c'est pas censé être quelque chose de confortable. Je pense que pour vraiment faire une introspection, qui va donner des résultats, faut que ça provoque que ça brasse des choses pas le fun à l'intérieur de toi. Mm-hmm. Mais je pense qu'on a une belle génération, la génération Z, qui semble être prêt à avoir ces discussions-là dès un très jeune âge. Puis, tu sais, la réconciliation, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui voudrait que ça soit moi qui dise « Ah, ben oui, c'est correct, tu sais. » Puis, OK, c'est beau. Mais, puis il y a plein de monde qui me disent « Ah, mais moi, j'ai rien à voir avec ça, là. Moi, je suis née à Terrebonne, là. Puis, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait, tu sais, de la colonisation? C'est quoi mon rôle là-dedans? » Mais, tu sais, comme je disais tantôt, les Allochtones bénéficient chaque jour de la dépossession de nos terres, de nos langues, de nos cultures, de nos systèmes. Nous, ce qu'on demande aux gens, puis ça, je vais le dire à la génération Z parce que ils ont de l'air down, là. Aidez-nous à démanteler les systèmes que vos ancêtres ont instaurés. Ça va être vraiment le fun, je vous le dis. Parfait. Merci beaucoup, Maïté. Thérèse? Moi, je voudrais rendre hommage à mes parents qui ont comme passé quand même à travers ça, puis qui ont su quand même nous transmettre là, les valeurs fondamentales là, de l'attachement là, au territoire, puis l'attachement à la famille. Je voudrais rendre hommage à mes parents, mes grands-parents, puis à toutes ces années-là que moi, entre autres, puis des gens de ma génération avons côtoyé pour nous aider à nous réapproprier, entre autres, notre langue, puis à travailler aussi sur toute la reconstruction sociale, refaire le tissu social. Moi, je veux rendre hommage là, à ceux qui nous ont précédés, mais je rends hommage aussi à nos enfants, puis à nos petits-enfants qui font face justement à d'énormes défis, puis qui... j'ai quand même beaucoup d'admiration pour ces jeunes-là qui se battent. Je les admire parce que ils ont appris à s'affirmer quand même. Malgré, là, comme moi j'ai des enfants, à un moment donné, j'ai dû moi aussi déménager en ville. Puis c'est plus tard qu'ils m'ont conté tout ce qu'ils ont subi, eux autres aussi, là, comme harcèlement, comme discrimination. Puis pendant que moi j'étais occupée aussi à tout le travail que je faisais, tout ça. Donc, mes enfants ont des blessures, ils portent des blessures en eux. Puis
je dis, entre autres, on n'est pas rendu tous au même niveau dans l'échange avec nos enfants parce que, dans le fond, c'est à reconstruire aussi toutes ces relations-là. Mais je dis souvent, on va guérir ensemble. Puis c'est ensemble avec mes enfants, frères, sœurs, puis la famille qu'on va arriver aussi justement à faire comprendre là, tout ce qu'on possède là, comme héritage, que c'est l'Autochtone a beaucoup à apporter aujourd'hui au monde. Quand je dis au monde, c'est vraiment le monde entier. Tous les savoirs, les connaissances écologiques traditionnelles, la reconnaissance de ça, la reconnaissance des façons de faire puis des manières d'être autochtones. Tantôt, Jimmy parlait du cercle. Là. Ben, les gens, les allochtones, gagnent à connaître toute cette vision de la vie, toute cette... comme le cercle de la vie, la roue de la médecine et tout. C'est déjà... C'est beaucoup, ça possède beaucoup, puis c'est tout ça qu'on est en train là, de se réapproprier. Merci donc, hommage à mes enfants, puis tous nos enfants qui s'en viennent. Merci, Thérèse. Dernier mot, peut-être, je vais donner le dernier mot à Mme Bousquet sur comment je pourrais dire ça? Monsieur et Madame tout le monde, OK? Chacun de son côté pour participer au mouvement. Qu'est-ce que vous pourriez nous suggérer, Madame Bousquet, par rapport aux gens, Monsieur et Madame tout le monde, sur le mot réconciliation? Ouf, vaste question. Alors, j'ai pas de recette magique. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà. C'est une chose qui est certaine et vraiment avec ce qu'on vient d'entendre à la fin, c'est qu'on va tous et toutes être plongés dans le même bain avec les mêmes défis qui nous attendent. Et ce défi, le plus grand, c'est les changements climatiques. Et là, on va tous être devant, mais on va pas forcément d'ailleurs le vivre de la même manière, mais c'est vraiment quelque chose qui nous attend. Et là, la possibilité qu'on a, c'est de participer tous ensemble à construire ensemble le pays qu'on a envie d'avoir pour l'avenir. Et là, on a l'opportunité de faire ça, non pas côte à côte et sans se parler, mais au contraire de faire ça main dans la main. Et c'est ça, je dirais, le défi. Et en attendant que ça puisse se faire, parce qu'on n'a pas tous les mêmes pouvoirs, s'éduquer, apprendre, écouter les autochtones. Merci beaucoup, Mme Bousquet. On notre temps. On vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Écoutez la diffusion. Au revoir.